merci beaucoup d'être là. Donc, je présente, et vous allez vous présenter comme un grand, Alexandre Farin, qui est donc responsable du service gynéco-obstétrique de l'hôpital Rivière-à-Chablais dans le canton de Vaud en Suisse et qui a une approche de la naissance qu'on aimerait voir se généraliser un peu chez nous, mais il y a du boulot. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter? J'avais dans l'idée, en fait, pour voir un peu comment ça va se passer, je vais essayer de ne pas me louper, j'ai rien noté, mais qu'on comprenne votre parcours de médecin, comment vous en êtes arrivé à cette envie de redonner à la physiologie la place qu'elle mérite dans la naissance. Et puis, ce que vous mettez en place dans votre hôpital, quels sont vos réflexes sur, bon, voilà, on pourra détailler un peu. Est-ce qu'il y a des résistances au sein de l'équipe, hein, parce que s'il y a des gens qui arrivent d'hôpitaux un peu comme chez nous, ça doit leur faire drôle. Et puis, bien sûr, ce qui m'intéresse le plus, le reste, je m'en fous, que vous nous disiez à quel point vous aimez ce film. Non, enfin, pourquoi? On va en discuter. Ah, pardon? Ou pas, on va en discuter. Ouais. Donc voilà pourquoi, enfin comment vous avez croisé le chemin de Faut pas pousser, est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous en faites, et puis on gardera ouais, si on peut garder un quart d'heure, 20 minutes, donc ça va durer 1 heure, parce que Instagram est super carré là-dessus, si on dépasse l'heure on peut plus partager, c'est terrible. On pourra aborder des points particuliers comme par exemple votre approche des naissances de jumeaux ou des naissances en siège, comme les utérus C4, enfin toutes ces situations qui sont pour les femmes chez nous qui avaient envie d'un accouchement physio, quand elles ont un utérus C4, forcément ça les enquiquine, et puis quand elles attendent des jumeaux, ça les inquiète, quand elles ont un bébé en siège, alors là c'est la catastrophe. Ne parlons pas des suspicions de macrosomie, etc. Enfin si, justement on en parlera dans la dernière partie, puisque comme on peut débattre pendant 3 heures, mais que là ce ne sera pas possible, on fait donc votre parcours, votre maternité, un petit topo sur Faut pas pousser, et puis ensuite s'il y a des gens qui ont des questions particulières, s'il y en a qui ont besoin d'être rassurés, des mamans qui attendent un bébé qui ne veut absolument pas se retourner, vous direz vous comment vous gérez ça. Voilà, en gros, ça vous va? La petite page santé à la fin, d'accord. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, la petite question-réponse. Donc, je vous laisse nous raconter votre parcours d'obstétricien, voilà, vos envies quand vous avez commencé, quand vous avez fait ce choix de métier, et puis comment vous avez cheminé jusqu'à ne pas rentrer dans les cases, presque. Enfin, je sais pas, en Suisse, c'est peut-être un peu différent, mais pas tant, je sais pas. Dites-nous tout ça. Bon, certainement dans beaucoup de cas quand même. Ouais. Après, c'est vrai, j'ai un parcours peut-être un peu particulier. J'ai fait de la médecine générale en France et je détestais la gynécologie obstétrique jusqu'à tomber dans un stage un peu par hasard où je me suis mis à adorer la gynécologie obstétrique. Ah. C'était avec qui le stage? Pourquoi vous avez commencé à aimer ça avec ce stage? C'était à Montélimar. J'étais arrivé tout à fait par hasard à cause de mon classement alors, c'était pas le concours de l'internat à l'époque, mais enfin, on devait choisir en fonction de notre classement. Et donc voilà, j'atterris un peu par hasard dans le service de gynécologie obstétrique de Montélimar, qui est une petite ville au sud de Valence ou encore plus au sud de Lyon. Mhm. Et c'est là où j'ai découvert un peu tout ce qu'on pouvait faire alors au début en gynécologie obstétrique. C'était vraiment les deux branches qui m'intéressaient. Et c'est comme ça que j'ai cherché comment me former. En France, c'était un peu compliqué. Donc je suis parti en Suisse. Et j'ai recommencé, une fois que j'ai eu mon diplôme d'état de médecin généraliste, j'ai recommencé en Suisse un parcours de gynécologie obstétrique. Est-ce que vous pouvez nuancer justement là? J'ai le spot est vachement trash. Je vais baisser le truc un peu. Pardon. Hop, comme ça c'est mieux. Est-ce que vous pouvez nuancer la gynécologie et l'obstétrique? Quelqu'un m'a interpellé là-dessus sur le fait qu'en fait les gynécologues et les obstétriciens, même si on mixe souvent les deux, n'ont pas forcément la même approche. Ouais, alors, je pense que je vais y venir. Après, j'ai fait mon parcours de gynécologie obstétrique, ce qu'il fallait que je fasse pour avoir le diplôme. Et j'étais passionné par la gynécologie, c'est-à-dire par plutôt le côté chirurgical, donc opérer des femmes qui avaient des cancers. Donc j'ai beaucoup aimé ce temps-là dans des hôpitaux en Suisse. Et après, je suis allé au centre universitaire. Et en centre universitaire, je suis finalement parti du côté plutôt de l'obstétrique, donc de la salle d'accouchement, des grossesses pathologiques. Là aussi, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais c'est ce qui m'a le plus attiré. Et je suis resté dans cette branche-là qui est l'obstétrique.
Et pour moi, il y a tous les gynécologues obstétriciens sont formés comme gynécologues obstétriciens, c'est-à-dire font la gynécologie, le suivi contrôle annuel chez les femmes, et puis tout ce qui est cancer, infertilité. Et puis il y a tout le côté obstétrique qui est plutôt la prise en charge de la femme enceinte et de l'accouchement. Et en fait, même si cette formation est conjointe, à mon sens, c'est vraiment quelque chose de très différent. Les approches sont très différentes entre un gynécologue et un obstétricien. Le gynécologue, il va traiter une pathologie. C'est-à-dire les femmes vont venir avec un problème. Il va falloir essayer de trouver une solution à ce problème, qui peut être de la chirurgie, qui peut être des traitements, qui peut être une écoute, peu importe, mais il y a une solution à un problème. Alors que le rôle de l'obstétricien, ça va être de préserver la physiologie. C'est-à-dire que les patientes sont là en pleine forme, elles n'ont pas de soucis. Il va falloir en faire en sorte que ça continue jusqu'à la naissance de leur enfant. Donc c'est très très différent et ça passe, je trouve, par des choses bêtes, très simples. Mais quand on va voir une patiente opérée en gynécologie, on frappe à sa porte suffisamment fort pour que elle entende, qu'on puisse rentrer et se présenter. Évidemment, on ne doit pas faire ça dans une salle d'accouchement. Euh, on peut pas rentrer dans une salle d'accouchement en frappant fort à la porte et en rentrant bonjour, je suis Alexandre Farin. On doit rentrer à pas de loup et se présenter tout doucement au moment opportun entre deux contractions. Enfin, l'approche est différente. Et donc Où pour est-ce que moi, vous avez appris ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent, ça. je ne sais pas, avec mes rencontres au fur et à mesure, les formations que j'ai pu faire, mais je trouve qu'il y a vraiment une très grande différence entre la gynécologie et l'obstétrique. Et ça, je pense que tout le monde ne le perçoit pas. Mhm. Mais on vous a enseigné cette histoire-là, d'entrer discrètement entre deux contractions, de ne pas faire de bruit, de pas dans une salle où se trouve une femme en travail. J'ai l'impression que c'est pas Non, vraiment généralisé, cette approche-là. Souvent, c'est. non, mais je répète ça parce que quand on a présenté votre film à l'équipe, à un moment, il y a eu une discussion entre les sages-femmes et les médecins juniors, les internes, assistants. Il y a une des sages-femmes qui évoquait ça en disant, mais vous voyez, quand vous rentrez dans une salle d'accouchement, il faut le faire et il faut le faire discrètement. Et donc, je relève ça parce qu'effectivement, c'est ce qu'on doit faire. Bah oui, oui. Mais ils ont pas, en général, n'ont pas conscience. Mais même certaines sages-femmes n'ont pas forcément conscience de ça, mais que ça, c'est non seulement de la délicatesse, mais c'est surtout physiologiquement super important. En fait, pourquoi c'est important? Bon, moi j'ai l'impression que les sages-femmes le font davantage que les médecins, surtout parce qu'elles n'ont pas cette double formation de pathologie et de physiologie. Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, les médecins, à leur décharge, on leur apprend vraiment à taper fort et à se présenter, quoi. Enfin, Ils sont ouais. entre deux en permanence et c'est un peu difficile de passer à l'autre. Et Ouais, il y a finalement assez peu de médecins qui sont que gynécologues ou que obstétriciens. mm. Souvent, ils sont les deux. En tout cas, là où je travaille, on est souvent les deux. On est gynécologue et obstétricien. C'est rare, les obstétriciens purs. C'est un problème? Vous pensez que ça devrait être différent, qu'il faudrait choisir un peu sa Oui, spécialité? oui. Oui, parce que c'est pas la même approche et puis on doit se spécialiser. Un bon obstétricien, finalement, il sait sortir de toutes les situations, faire toutes les extractions, toutes les césariennes qu'il faut, et surtout ne pas les utiliser et faire tout pour que ça ne survienne pas. Mais il faut qu'il soit à l'aise là-dedans pour pouvoir gérer les choses de façon sereine et permettre un accouchement le plus simple possible. Mm, mm. Même quand il... Quand vous C'est un êtes des gros problèmes. arrivé, Ça, ouais, ça ça fait peur. décroche un. Hmm. Il y a des petits soucis de connexion, je ne sais pas d'où ça vient, mais on va dire qu'on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Vous avez du réseau qui fonctionne, vous, ça va? Oui, Oui. ça va? Oui, ça va. Oui. Comment est-ce que. Je Pardon? disais oui, madame, je suis en Suisse et les réseaux sont performants. Bah, ça doit être chez moi alors. J'ai pas de doute là-dessus en plus. Mais bon, j'ai de la 4G, on se demande bien. De la 4G, de la fibre depuis un an à peine. On se demande à quoi ça sert parce que j'ai toujours peur que ça décroche. Bon, on va croiser les doigts. Comment est-ce que c'était enfin, à quel moment vous avez eu un peu. Est-ce qu'il y a eu des déclics, des moments où vous vous êtes dit non, il y a tout à revoir ou pas? Enfin, je sais pas, l'envie d'aller vers un peu une révolution de la prise en charge? Je pense que ça a plutôt pour moi été progressif. C'est des rencontres avec d'autres obstétriciens avec qui j'ai discuté, dont des universitaires. Hein. C'est pas que des obstétriciens perdus dans un petit hôpital de campagne. C'est aussi votre film, et je le dis sincèrement, qui m'a ouvert aussi les yeux sur d'autres façons de voir l'obstétrique. C'est certaines lectures aussi, et puis les discussions avec les sages-femmes.
Quelle lecture, d'ailleurs, si vous avez des suggestions de lecture, c'est toujours sympa pour, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un livre ou deux comme ça qui ont eu, qui ont été un déclic? J'ai essayé de lire plusieurs livres. Je me souviens plus les noms parce que ça finit par être un peu trop Ouais, répétitif pour moi et trop vulgarisé. J'ai de la peine. Mais alors, la chose la plus simple, c'est la BD La Naissance ouais, que je trouve très bien. J'ai pas lu le tome 2, j'ai lu que le tome 1, mais je trouve qu'il résume bien ce qu'il y a à dire. ouais, Donc, elle est super. Ouais, j'aime bien on ça. doit faire quelque chose ensemble avec Elodie. Mhm. Non, son nom m'échappe, mais son prénom, j'ai oublié son prénom. Mais on s'est pas mal parlé. C'est un très chouette bouquin d'ailleurs. Faudrait que je mettrai les références en dessous de la vidéo mais bon, je pense que ça a circulé pas mal sur Instagram. C'est vraiment chouette. Ça dit un peu les mêmes choses qu'il faut pas pousser. Donc merci pour le film. Donc comment ça se passe en fait? Comment est-ce qu'on fait bouger les lignes? Quelles sont pour vous les priorités, les choses à faire évoluer en priorité? Qu'est-ce qui ne... Lucille Gomez, voilà pourquoi j'ai dit Elodie. Lucille Gomez, merci beaucoup. Voilà, j'ai un peu honte. Les choses à faire bouger en priorité, qu'est-ce qui, je sais pas, les réflexes qui sont des choses qui sont vraiment installées et qui sont délétères et on devrait le savoir mieux et on devrait changer. Alors, je pense que ça, c'est pas propre à l'obstétrique, c'est vrai dans toutes les spécialités médicales. On devrait avoir un positionnement différent. Et il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui, on a entendu parler des soins centrés sur le patient partenaire, tous ces trucs-là, où en fait on se rend compte que les patients ne sont pas juste des problèmes à traiter, mais ont une personnalité, une vie. Et en fait, voilà, la conception qui émerge de plus en plus, c'est quitter un peu cette médecine paternaliste Mm. et puis être plutôt là en soutien des besoins et la demande des patients et pas arriver avec sa science et l'imposer. Alors après, je dis ça, j'ai conscience qu'on le fait aussi. Quand je parle de nous, c'est les médecins, mais peut-être les soignants de façon générale. On le fait parce qu'on pense que c'est bien de le faire. Mm. Il y a juste un moment où il faut réaliser qu'il y a un gap entre ce qu'on pense ce qui est bien de faire pour les patients et ce qui est réellement bien pour le patient. Mm. Et ce qui est réellement bien pour le patient, il n'y a que le patient qui le sait. Mm. Donc, il faut lui poser la question. Et ça, par exemple, c'est toute la mouvance What Matters to You, qui nous vient des pays nordiques, où c'est qu'est-ce qui est important pour vous? C'est la question à poser. Finalement, ok, vous venez pour accoucher, vous venez pour une consultation, je sais pas. Pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous recherchez? Mm. Et puis, à partir de là, on peut discuter. Mm. Mais il y a quand même une nuance essentielle entre l'ensemble de la médecine et l'obstétrique. C'est qu'a priori, les femmes qui arrivent pour accoucher ne sont pas des patientes, c'est juste des femmes qui viennent pour accoucher, ne sont pas malades. Alors oui et non. Alors ce que j'ai dit, je trouve, c'est pour toute la médecine de façon générale. Mais maintenant, ce qui est différent dans l'obstétrique, c'est qu'il n'y a pas de pathologie de base. Mm. Et ça ne veut pas dire que les patientes n'ont pas, les femmes qui viennent accoucher n'ont pas des attentes particulières. Et des fois, les équipes, elles sont hyper enthousiastes à faire tout le mieux possible pour les patientes, mais c'est pas ce que souhaitent les patientes. Par exemple, je sais pas, une sage-femme pourrait être très présente auprès d'une femme. En fait, cette femme aimerait juste avoir des moments seuls avec son conjoint. Et c'est ça la seule façon de savoir, c'est demander. Mm. Mm. Il y a un problème de communication dans nos salles d'accouchement de façon générale. Et il y a aussi quand même, parce que c'est intégré, y compris pour la plupart des femmes, que l'enfantement nécessite l'intervention d'un médecin. Donc, nous, là, on fait la nuance. Il serait bien qu'on le fasse plus généralement dans les structures. Il serait pas mal aussi que les femmes prennent conscience qu'elles ne viennent pas pour subir une opération chirurgicale. Enfin, a priori, non, même si ça peut se terminer comme ça, mais elles sont pas malades, elles n'ont a priori besoin de personne et il y a un cadre sécuritaire qui permet en cas de dérapage, mais elles sont pas malades et elles sont pleinement responsables de ce qu'elles font. Est-ce qu'elles savent ça, les femmes, globalement? Parce que moi, c'était mon envie, c'était de transmettre ça dans le film, de dire, hé, c'est vous qui prenez les manettes et vous faites, c'est vous qui accouchez, quoi. Mais c'est resté dans le langage le médecin qui m'a accouché. Et même des sages-femmes, des femmes qui ont accouché chez elles et qui disent la sage-femme qui m'a accouché. Enfin, c'est un détail, c'est juste des mots. Mais bon. Donc, est-ce que les femmes ne devraient pas faire quelque chose un peu? Moi, je ne peux pas répondre à la place des femmes, mais je trouve effectivement votre film fait bien réaliser ça. C'est-à-dire qu'avant, on accouchait à domicile, il n'y avait pas de question. L'hôpital, c'était plutôt le mouroir. Après, ça a changé depuis 70 ans.
on accouche dans l'hôpital et c'est devenu la norme. Et c'est devenu d'autant plus la norme que, alors on n'est pas l'enfant unique, mais enfin on a un, deux, maximum trois enfants, donc il faut qu'ils soient parfaits, donc il faut que l'accouchement se passe parfaitement, et la femme se transforme en une espèce d'usine à produire un enfant parfait. Et pour ça, ben, il faut toute la technicité aujourd'hui de la médecine, donc on les branche, on fait tout un tas de trucs pour que l'enfant parfait naisse, parce que euh, elles ne sont pas capables de le faire, Mm. mais ce qui est une erreur. Mais on est là-dedans aujourd'hui. Et ça, c'est ancré dans notre culture aujourd'hui. Et pour changer ça, ça va être compliqué. Mm. Mm. Comment vous amorcez le changement, vous? Alors, quelles sont les choses que vous mettez en place, que vous avez envie de mettre en place dans votre hôpital pour que ça évolue? Autant avec votre équipe, les médecins et les sages-femmes, qu'avec les femmes qui s'inscrivent chez vous. Qu'est-ce que vous faites pour que ce soit moins médicalisé? Puis, qu'est-ce que ça veut dire moins médicalisé, en fait? Ça, c'est une bonne question. Je reçois souvent des femmes qui viennent me dire, je viens parce que je veux faire un accouchement physiologique. Donc, je leur demande, c'est quoi un accouchement physiologique? Parce qu'on a tous des perceptions complètement différentes de ce qu'est un accouchement naturel ou physiologique ou voilà. Mm. Voilà, la démédicalisation, pour nous, l'hôpital Riviera à Chablais, elle passe par beaucoup de choses. Elle passe par modifier nos salles d'accouchement. Alors ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire qu'on va mettre des lits de place dans toutes les salles d'accouchement et on va repousser ce lit d'accouchement dans un coin de la pièce parce qu'il peut être utile. Mais disons, on se pose un petit peu la question, et c'est étonnant qu'on n'y pense pas avant, mais alors les maisons de naissance le font, les accouchements à domicile le font, mais quand toute une grossesse, a priori, le couple dort ensemble, sauf particularité, mais sinon ils dorment ensemble, et puis le jour le plus important pour eux, on les sépare, la mère est dans un lit tout seul à disposition des sages-femmes et des médecins, et le conjoint ou le partenaire ou qui vous voulez est assis à côté. Et donc il y a de nouveau un déséquilibre qui se crée, la femme est allongée, le partenaire est assis, les médecins, les sages-femmes sont debout autour. Euh, c'est pas un positionnement qui est juste et qui permet d'accoucher physiologiquement dans un sens, qui permet de laisser la pleine possibilité aux femmes d'accoucher de leur mieux. Et donc ça, on change, on vient de les commander, c'est pas encore là, ça va venir, d'avoir des lipodiums de place pour que sur tout le travail, ils puissent être ensemble dans un lit. Mais là encore, on n'a rien inventé. En fait, quand vous me demandez un peu d'où viennent les idées, ben, une bonne partie des idées, alors je suis pas le seul à avoir des idées, mais une bonne partie des idées, on va les piquer dans les maisons de naissance ou les sages-femmes à domicile. Mm. Parce Oui. que elles font effectivement, je trouve, un travail extrêmement intéressant, dont on peut prendre un certain nombre d'idées à l'hôpital. On ne pourra pas aller jusqu'au bout parce qu'on n'est pas capable de faire la même chose. Mm, Et mm. on n'a pas les mêmes trucs non plus. Donc c'est en ça que je trouve qu'on est très complémentaires. Ouais. Oui, en fait, vous vous inspirez de la maison, quoi. Voilà, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin, tous les deux dans un lit pendant l'accouchement, ça implique quand même pas beaucoup de monde autour, sinon ça fait. Enfin, donc ça se déroulerait comment dans l'idéal, un accouchement qui présente pas de complications particulières, et donc on laisse. Ils sont tous les deux. Alors pour l'instant, dans l'autre hôpital, il y a un suivi par une sage-femme et puis effectivement un médecin qui passe de temps en temps, des médecins en formation, des internes. Euh, Ce que j'aimerais obtenir à terme, c'est que tout ce qui se déroule sans problème ne soit suivi que par les sages-femmes Mm. et qu'il n'y ait pas de médecins qui interviennent. D'abord parce qu'on sait qu'à chaque fois que les médecins interviennent, on complique un petit peu les choses. Ils ont souvent aussi moins d'expérience quand ils sont jeunes qu'une sage-femme qui est diplômée de nombreuses années. Et puis ensuite, un problème tout à fait pratique de ressources médicales, où il vaut mieux mettre les médecins là où ils sont extrêmement utiles plutôt que dans un accouchement physiologique où ils ne sont pas utiles. Mm, mm, mm. Là, j'y suis pas encore parvenu. On en discute, on essaie de faire un tas de choses, mais je suis pas encore parvenu parce qu'il y a des histoires de formation, il y a un tas d'histoires dans les hôpitaux qui rendent les choses compliquées. C'est un peu plus vrai en France aussi parce que les sages-femmes sont plus autonomes, font des sutures. C'est moins vrai en Suisse, en tout cas là, dans les endroits où j'ai pu travailler, où les sages-femmes savent moins facilement faire des sutures, sont moins autonomes que du côté français. Et donc ça, faut juste y arriver. Oui, oui. Alors moi, c'est marrant parce que moins autonomes. Alors chez nous, elles sont vraiment autonomes, sauf que il y a quelqu'un qui dit qui. Vous m'entendez quand même parce que des fois, quand on. Ouais, ça va. Il y en a quelqu'un vous dit de revenir en France.
Non, mais il va y en avoir d'autres, des médecins qui vont se décider à faire bouger. Chez nous, elles sont plus autonomes, mais en fait, c'est ce qu'on leur, enfin, c'est ce qu'elles reprochent elles-mêmes à leur formation. Enfin, on les voit dans le film, en tout cas pour certaines d'entre elles, c'est qu'on fait des sages-femmes, des mini-gynécos ou des médecins à compétences limitées. Donc, elles sont très autonomes dans tout ce qui est pathologie, mais paradoxalement, dans la physiologie, non. Donc, peut-être qu'en Suisse, leur formation est un peu plus axée physiologie. Est-ce qu'elles sont un peu plus compétentes sur la physiologie, sur les positions, enfin, ne serait-ce que la gravité, la verticalité et le mouvement, quoi. Voilà, la gravité et le, voilà, ça me semble être la clé. Je pense qu'on a tous une formation initiale, quelle qu'elle soit, et puis que c'est à nous après à travailler et à devenir celui ou celle qu'on a envie d'être en salle d'accouchement. Ah oui. Bah oui, alors c'est ça. Mais donc là, je pense que toute frontière effacée, on en est au même point. Et donc c'est aux sages-femmes de s'orienter vers quelque chose de plus physiologique si ça les inspire. Mais il y en a qui ont peur. Et puis, alors chez nous, certaines écoles de sages-femmes, en tous les cas celle de Nantes, n'autorise pas, je ne vais pas dire interdire, on ne va pas dire les mots qui fâchent, n'autorise pas ses étudiantes à faire un stage avec une sage-femme qui fait des accompagnements à domicile, par exemple. Non, il ne faut pas. Parce qu'elles n'ont pas d'assurance, soi-disant. Alors, est-ce que chez vous, les étudiants de sage-femme peuvent aller se former auprès de sages-femmes qui font des naissances à la maison? Oui, oui, elle peut faire des stages auprès de sages-femmes accoucheuses. Oui. Oui, c'est vrai que vous appelez ça les sages-femmes accoucheuses. C'est comme ça qu'on dit chez vous. Ouais. Ouais, j'ai réfléchi même à faire. J'avais discuté une fois avec quelques sages-femmes qui font des accouchements à domicile ou en maison de naissance, de leur dire, bah, est-ce que vous accepteriez que moi je vous envoie mes internes pour ouais. aller voir des accouchements, euh, pour voir qu'il y a un autre monde. Le problème dans le monde hospitalier, c'est qu'on sort pas du monde hospitalier, donc on ne voit que ce qui s'y passe. Mm. On a beaucoup de mal à imaginer qu'on peut faire les choses différemment. Ouais. Bah, Pour oui, ça, oui. bah, il faut avoir une ouverture d'esprit et alors soit je sais pas, il y a quand même des congrès où on montre beaucoup de choses différentes que enfin, que Mm. l'hôpital public. Mm. Euh, voilà, il y a le contact avec les sages-femmes installées, accoucheuses. Voilà, puis il y a d'autres. Enfin voilà, moi vous disiez j'aimerais qu'il y ait plus d'obstétriciens comme vous. Il y en a d'autres. Hein, je travaille avec d'autres collègues voilà, qui même m'attirent dans leurs idées de ce type-là. Mm, mm. Oui, parce que d'un coup, un truc, j'ai une question, puis elle est repartie. Tant pis. Est-ce qu'ils sont réceptifs, vos jeunes obstétriciens, les jeunes internes, quand vous leur proposez d'aller assister enfin, à accompagner, être là, présent, observer à domicile avec des sages-femmes accoucheuses, donc ça les branche? Alors j'en ai pas discuté avec eux aujourd'hui parce que certaines sages-femmes accoucheuses m'ont dit que oui, elles seraient d'accord. D'autres m'ont dit bah non parce que un accouchement, on va pas, c'est pas un spectacle et puis il faut pas qu'il y ait 30 personnes autour, ce que je comprends aussi. Donc Ouais. pour l'instant, je suis pas allé plus loin dans la Ouais. démarche. Puis après, il y a aussi quelque part des questions d'assurance. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est simple observateur? Est-ce qu'il y a toujours ces questions-là? Mais voilà. Oui, bah Mais oui, c'est ça. Enfin, les médecins sont élevés à la pathologie, en fait. Et donc, toujours le scénario des choses qui partent en cacahuète, des femmes qui se vident de leur sang. Il y mais a, il y a à faut la comprendre. fois. Il y a quelque chose de compliqué dans l'hôpital, c'est que l'hôpital, c'est le lieu où on traite des pathologies. Au milieu de ça, il y a une sorte de petit village gaulois qui s'appelle la maternité, qui, elle, ne fait que de la physiologie normalement. Et en fait, c'est très compliqué parce que tout l'hôpital, toute l'administration, tout est tourné vers le traitement de la pathologie. Et on est les seuls là au milieu à faire quelque chose de différent. Donc c'est compliqué de résister au milieu de tout ça. Je pense que c'est pour ça que petit à petit tout se contamine et puis on fait plus de traiter que de la pathologie. C'est Bah pas... oui, il y a quand même, en tous les cas, moi j'ai pu le sentir pendant mes suivis de grossesse, une petite arrogance quand même chez certains. Puis ils sont quand même pas complètement isolés. Par exemple, les anesthésistes qui se plaisent à dire à une femme qui souhaite accoucher sans péridurale, on en reparlera le jour de votre accouchement. Elles disent tout ça.
Vous voulez pas être déclenché, il faudra pas vous plaindre si vous revenez demain avec un bébé mort. Ces phrases-là, c'est pas une fois, c'est un classique. Je reçois des témoignages, moi tous les jours, je reçois plein de messages et plein de. Donc, on veut bien dire que c'est que les pauvres, ils sont tellement confrontés à la pathologie et à des situations catastrophiques qui sont déformées. Il y a quand même une petite arrogance quand même. Est-ce qu'on a envie de laisser les femmes accoucher par elles-mêmes? Mon hôpital, oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Par exemple, euh, si on va quand même, j'ai envie de vous demander quand même, parce qu'on avait débriefé un peu, mais ça s'est passé comment la première projection, celle qui était presque pas une option pour votre équipe? C'est ça le film, il fallait qu'il le voie. C'était ça l'idée? La première projection, Alors, il faut la pas toute pousser. première fois, alors, si vous revenez là-dessus, en fait, vous m'avez demandé comment j'avais découvert votre film. Votre film, je le dois à une de mes patientes qui avait accouché une première fois dans un hôpital où ça s'était pas bien passé, une deuxième fois là où j'exerce, la troisième fois, elle a accouché à domicile. Et quand on en a discuté, elle m'a dit qu'elle avait choisi d'accoucher à domicile parce que elle se sentait toujours contrainte dans un hôpital, qu'on respectait pas toujours ses. Donc on avait pas mal discuté. Et là, elle m'avait donné deux, trois bouquins qu'elle avait lus et elle m'avait transmis le nom de votre film. Et c'est comme ça qu'un jour, entre midi et deux, avec mes collègues cadres du service, on s'est dit, bon, il faut qu'on regarde ce film, on essaie de regarder 30 minutes, juste le temps de manger, et puis après, on retourne à nos affaires. Et en fait, on a commencé le film et on n'a jamais réussi à l'arrêter. Donc, on est resté 2h40 de film. Euh, voilà, vous étiez projeté en grand écran dans notre salle de colloque. Voilà, et on s'est dit, bah, ce film-là, il parle de tous les types d'accouchements. Il met en valeur aussi enfin, les capacités des femmes à accoucher, euh, les, les, comment dire, les difficultés qu'il peut y avoir à l'hôpital. Et on s'est dit, bah, ça, en fait, c'est un film qu'on devrait montrer à notre équipe pour leur dire, bah, nous, enfin, vous, où vous voulez aller au juste? Est-ce qu'on reste dans quelque chose de très médical? Est-ce qu'on va vers quelque chose de plus physiologique? Quel intermédiaire? Comment on peut trouver? On peut pas faire des accouchements à domicile à l'hôpital. On n'a pas la même population parce qu'on n'a pas le même suivi. C'est pas envisageable. Mais par contre, on peut se rapprocher. Qu'est-ce qu'on met en place? De quoi vous avez envie? Et puis, j'ai la chance d'être arrivé dans une maternité. Enfin, c'est une réunification de maternité, mais où déjà il y avait beaucoup de physiologie qui était mis en place. Et donc le terreau existait déjà. J'ai Mhm. rien inventé, j'ai juste poussé un peu le truc, arrosé peut-être un peu, mais il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. Et voilà. Et donc on a décidé qu'on devait présenter votre film, projeter votre film à toute l'équipe, ce qu'on a fait. Et les réactions étaient bonnes. On leur demandait. Alors tout le monde en fait a aimé le film. Alors, il y a eu deux, trois petites polémiques, le choix des musiques sur l'hôpital, le choix des musiques un petit peu lourdes. Alors c'est beaucoup plus frais. Il y avait une sorte de parti pris quand même quelque part, selon certains en tout cas. Ok. C'est la musique originale hein, du film, donc ouais, il y a 5 morceaux dans le film. Mais c'est marrant, j'y penserai la prochaine fois, je réfléchirai à ça. Je l'ai fait inconsciemment. Pas attention. J'ai jamais fait attention, mais on m'a apporté ça. Euh, et on leur demandait, au fond, on demandait à nos sages-femmes euh, où vous vous situeriez en fait, qui vous aimeriez être dans ce film-là et où vous situeriez. Et la majorité des réponses, alors la majorité des réponses, c'est on aimerait être plutôt comme les sages-femmes des Lilas. Mhm. Certaines voulaient être, je crois, Anna, votre sage-femme. Elena Le Gall. Elena, pardon. Pardon, Elena, si tu es là. Elena. Et puis certaines, c'était joli, ont répondu, bah, moi, je vais être sage-femme à l'hôpital Rivière-à-Chablais, j'y suis bien, quoi. Ah ouais, Donc c'est chouette. c'était plutôt sympa comme réponse. On a fait 2 sessions comme ça à présenter ce film. Puis on avait aussi invité des sages-femmes accoucheuses à venir à la projection. Donc il y a pas mal de monde finalement qui l'ont vu lors de ces présentations. Et donc ouais, ça s'est bien passé. Ça nous a permis aussi de continuer à réfléchir à cette démédicalisation d'un côté et humanisation de la naissance. Mhm. Voilà, je sais que je suis en train de contredire Michel Audin, mais Michel Audin disait qu'il faut pas humaniser, mais au contraire, il faut pas comment- Animalisé. ouais, animaliser, bestialiser, j'allais dire l'accouchement. Ouais. Mais Ouais. on- Ouais.
ça, on ne pourra pas. Hein. Enfin, j'ai à moins tous de subir une lobotomie copieuse, on ne pourra pas redevenir des animaux. Mais néanmoins, c'est toute notre problématique d'humain. C'est que oui, le bébé est alors le bébé est un mammifère. Ça, moi, je rajoute de la naissance à la parole. Il traverse les millénaires. Mais c'est vrai que le bébé, lui, il sait ce qu'il a à faire pour naître comme n'importe quel autre petit animal, je pense. Et puis dès qu'il arrive dans notre monde et puis qu'il est confronté à tous nos codes sociaux et au langage, à la parole, parce que les animaux ont un langage, mais nous, c'est la parole, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Et c'est là que ça commence à être le bordel, quoi. Enfin, déjà, les animaux calculent pas leur DPA. Donc, comment on fait avec tout ça, mais d'être un maximum dans sa bulle. C'est quoi, pour vous, alors, la définition d'un accouchement physiologique? Il y en a plein, vous allez me dire, mais bon, vous, ouais, voilà, dans l'idéal, c'est sûr que ça dépend ça dépend de la femme parce que ça dépend de ce qu'elle veut aussi, bien sûr. Si je devais donner une définition, c'est l'accouchement dans lequel la femme se sent le mieux. Okay. Parce que, et c'est ça vraiment ce pourquoi je milite, c'est-à-dire je ne milite pas pour une démédicalisation à outrance, je milite pas pour que tout le monde accouche sans péridurale ou hors de l'hôpital. Ce pourquoi je milite, c'est qu'on puisse accéder aux demandes des femmes et qu'on les mette dans des conditions qui leur permettent la réalisation de ce qu'elles souhaitent. Mm-hmm. Que ce soit assisté, naturel ou peu importe. Ouais. Oui, ou péri-synto ou césarienne programmée, mais d'avoir eu le temps d'y penser. Bon, moi, j'ai toujours un peu du mal à. Je suis d'un naturel peut-être optimiste, puis je suis peut-être un peu trop entière, mais je me dis que les femmes qui font le choix d'une césarienne programmée, peut-être on leur a pas donné la possibilité de chercher les raisons de ce choix et de travailler là-dessus parce que, voilà, pour moi, c'est pas une solution, une césarienne programmée. Mais bon, au moins de donner les moyens aux femmes de faire des choix. Et pour l'instant, chez nous, on peut toujours trouver des cliniques privées qui sont OK pour les césariennes programmées. Il y a des pays où c'est fastoche. Par contre, pour accoucher sans péri à 4 pattes de jumeaux, c'est compliqué. Vous faites quoi, vous? Pour les jumeaux, par exemple. Je prends les jumeaux parce que c'est un exemple qui revient souvent, des mamans qui sont désespérées d'avoir des jumeaux parce qu'on leur dit péridurale obligatoire sur le dos, on va chercher le deuxième et on le tire par les pieds, ou césarienne carrément, ça dépend des structures. Donc, qu'est-ce que vous dites, vous, pour rassurer ces femmes qui attendent des jumeaux? Qu'est-ce qu'elles sont en droit d'attendre de cette naissance si elles veulent de la physiologie et si elles ne veulent pas de péridurale, notamment? Alors, je peux pas répondre de façon générale parce qu'après, la difficulté, les jumeaux restent quelque chose de compliqué en termes d'accouchement. C'est-à-dire que ça peut se passer magnifiquement bien, comme ça peut être très compliqué, même si on part sur un accouchement le plus physiologique possible. Donc après, il y a beaucoup de littérature qui a été écrite sur les jumeaux, sur les diverses présentations, ce qui est possible d'imaginer ou pas. Je pense que l'important, c'est d'être avec une équipe en qui on a confiance et qui essaie de respecter au maximum ce que vous demandez. Après, ça reste de nouveau quelque chose d'un peu compliqué. Je sais, en particulier en France, que on va systématiquement chercher le deuxième jumeau. C'est on peut le moins refuser. vrai. J'ai des femmes qui ont refusé et ils ont Je mais sais il faut être costaud, quoi. c'est la prise en charge habituelle, mais d'un autre côté, on sait que le deuxième, plus longtemps il reste, plus il a des risques d'asphyxie. Donc, ça pousse les équipes à intervenir plus rapidement. Oui, mais alors et quel est l'intérêt? Parce que ça me laisse toujours perplexe. Pourquoi imposer une péridurale? Quel est l'avantage de la péridurale? Ça c'est une vraie question. Dans n'importe quel accouchement, mais particulièrement pour les jumeaux et les sièges, on dit là, c'est péridurale obligatoire. Je vous donnerai ma théorie derrière, mais... Pour moi, ça rentre dans ce qu'on fait en obstétrique aujourd'hui, c'est-à-dire que on estime qu'un accouchement c'est risqué, donc on essaye de tout prévoir pour que, en cas de difficulté, on puisse intervenir. L'histoire de la péridurale pour les jumeaux, pour les sièges, c'est ça, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté sur le deuxième jumeau ou si le siège se bloque, la tête, les bras, peu importe, et qu'on doit intervenir, qu'on doit rentrer une main jusque dans l'utérus, ce qui est un peu douloureux, et ben c'est moins inconfortable sous péridurale. Ah bah oui. En fait, en faisant ça, très probablement, on casse la mécanique obstétricale et on va au devant de ces difficultés. Alors, on sait mieux les régler. Et voilà. Il y a quand même
du coup un peu deux positions, je trouve, chez les obstétriciens. Il y a ceux qui souhaitent finalement laisser faire la physiologie le plus possible et donc pas casser ces mécanismes et pas obliger à une péridurale, voilà. Mais en cas de problème, c'est plus compliqué de gérer. Et puis ceux qui sont plus, eh ben, on va poser une péridurale parce qu'en cas de problème, on pourra intervenir plus facilement. Voilà, mais on est d'accord que pour un siège comme pour des jumeaux, enfin, comme pour n'importe quel bébé, mais particulièrement les situations où ça peut un peu coincer, verticalité et mouvement. Et donc la péridurale, sauf si on pigne pour avoir une péridurale ambulatoire, mais bon, la verticalité et le mouvement, on va au-devant des problèmes, enfin, notamment pour le siège. Voilà, donc c'est pas logique en fait. Tiens, voilà, voilà Elena. Typiquement pour le siège, le, la tendance aujourd'hui est d'aller vers des accouchements à quatre pattes. Où la patiente, pas que, non, non, c'est les Allemands qui ont lancé ça. Enfin, disons, c'est un Allemand qui a beaucoup écrit, mais il y en a beaucoup qui ont repris ça. Donc, on va peut-être plus vers des accouchements à quatre pattes. Mais là encore, la difficulté, c'est pour passer un accouchement à quatre pattes, il faut être avec quelqu'un qui sait faire, qui vous apprend à faire. Ça s'improvise pas parce que les manœuvres, elles sont complètement différentes que de quelqu'un qui accouche sur le dos. Donc, vous pouvez pas du jour au lendemain dire à vos patientes, bah, écoutez, madame, aujourd'hui, vous pouvez accoucher à quatre pattes, il n'y a pas de souci. S'il y a un problème, on sort de la situation parce que les manœuvres, il faut les apprendre. Ben oui, mais est-ce qu'on peut pas partir du principe que si on n'a pas de péridurale, qu'on est à quatre pattes en mouvement, il y a quand même un énorme pourcentage de chances qu'il n'y ait pas besoin d'une manœuvre? Oui, ça, vous n'allez pas me convaincre, je le suis déjà. Ouais. Mais oui, mais après, C'est c'est pas du pour vous que côté. je dis ça, c'est pour les gens qui écoutent en fait, qui prennent conscience de ça, que c'est vraiment la verticalité de mouvement résolve un bon nombre de situations de blocage. Ça bloque pour ainsi dire pas si on est en mouvement et qu'on est connecté, quoi. Mais donc mais super, c'est une bonne nouvelle cette histoire de quatre pattes. Mais donc Allemagne, Suisse, j'en ai pas entendu parler en France pour l'instant. Alors je sais pas ce qu'en dit Elena qui nous a rejoint, ma sage-femme, c'est la mienne seulement. Mais on la laissera si elle a un petit mot à dire. Donc c'est ça en fait. Et typiquement, on est avec quelques autres collègues, on a monté une formation aux urgences obstétricales qui s'appelle Partum. On a eu des versions à Bruxelles et puis à Paris. On a fait la quatrième session où les sages-femmes et les médecins sont les bienvenus et où, par exemple, en novembre, on va faire les entraînements de siège à quatre pattes. On a construit un modèle pour ça. Et donc, on va entraîner tous ceux qui sont là à faire des accouchements à quatre pattes de siège. Génial. Non, ben, ça fait rêver. Mais là, Elena a répondu non, elle n'a jamais entendu parler de ça en France. Ça arrive. Non, mais c'est super. Après, je suppose bien sûr que voilà, pour l'instant, en France, Dixit Elena, zéro physiologie sur les jumeaux et sur les sièges. On est un peu sur les mêmes problématiques. En fait, situation soi-disant pathologique, c'est pas de la pathologie, c'est juste Alors, les jumeaux, bon, bah, ma foi, la nature l'a voulu ainsi. Puis les sièges, en fait, il y a des bébés. Qu'est-ce que vous pensez des VME? Alors, version manuelle externe, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de retourner le bébé à travers le ventre s'il est en siège parce que l'équipe, le médecin, veut absolument que ce bébé soit en présentation céphalique, donc la tête devant. Sauf que j'ai eu quand même beaucoup de récits de VME qui se terminaient, bébé il veut pas, hein, c'est pas son karma de se présenter par la tête, donc ça se finit éventuellement en transverse. Ça, comment vous gérez ça vous chez vous quand une maman a un bébé qui se présente par le siège? Alors moi je le propose systématiquement. C'est vrai que le siège, c'est à la limite entre la variante de la norme et la pathologie, le siège. Il y a quand même des sièges qui se coincent et pour en avoir eu quelques-uns, c'est pas si drôle que ça. Et en toute physiologie, le dernier que j'ai eu, la tête s'est coincée, il n'y avait pas de péri, il n'y avait rien. Ça a été un peu compliqué avec un bébé qui a fait de la néonatologie derrière et qui va bien par la suite. Mais on ne peut pas faire que confiance à la physiologie. Ah ouais, alors, il n'y avait pas de péri. Bah, évidemment, j'avais envie de poser la question. Il n'y avait pas de péri et la maman, elle était dans quelle position? Elle était à quatre pattes. Elle était à quatre pattes et rétention tête dernière, quoi. C'est ça? Ouais. Comment vous faites dans ces cas-là, alors? Bon, bah, on tente un certain nombre de manœuvres ou sinon on pose des forceps. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc ça, c'est un petit peu trash pour le bébé. La physiologie a des limites. Ouais. Pourquoi j'ai beaucoup aimé votre interview de Michel Audin dans le film. Je l'avais eu, je vous avais dit, je l'avais eu au téléphone, on avait discuté un petit peu.
après, cette vision que les femmes savent accoucher et que c'est que depuis la civilisation qu'on a perturbé ça. Alors, je suis tout à fait d'accord que la civilisation a perturbé la capacité des femmes à accoucher parce que on a un gros cerveau, qu'on réfléchit à beaucoup de choses et que c'est finalement bloquant pour le côté animal de l'accouchement, un côté mammifère de l'accouchement. Mais faut juste aussi se rendre compte que les femmes dont ils parlent, au fond, elles avaient 12 ans au fond d'une grotte. Parce que avant la civilisation, dans les tribus, c'était des femmes, dès qu'elles étaient pubères, elles tombaient enceintes. C'était 12, 13 ans, puis il y a 15 ans, on se faisait manger par le crocodile du coin. Donc, c'était pas du tout la même population que la population des femmes qu'on a aujourd'hui, même celles de 20 ans. Elles ont le double de l'âge de celles d'avant. 30 ans, j'en parle pas. 40 ans, 45, 50. On a tous les âges, donc on a des pathologies qui ont émergé qui n'existaient certainement pas au temps de Cro-Magnon. Les prééclampsies, les cholestases gravidiques, tous ces trucs-là, ça n'existait pas. Ah Et bah, puis, oui, ça c'est oui, non, c'est sûr. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de bassins rachitiques, par contre, et puis il y a quand même des échographies qui permettent de déceler. Elena insiste avec des points d'interrogation. La rétention tête dernière sans péri à quatre pattes, elle dit quand même c'est la seule de votre vie, c'est pas possible. euh, oui, j'en avais une autre, mais à 34 semaines, À plutôt. 34 semaines, ah ouais. 34 semaines, c'est pas passé. Non, mais ça, c'était plutôt un effet ventouse Ah oui, que problème. Ouais. ouais. Mais donc, Non, mais c'est oui, l'autre chose c'est l'autre sûr. chose que je voulais dire sur l'évolution naturelle, c'est que avant, on était dans sa tribu, donc on se reproduisait dans sa tribu, donc avec des gens qui font la même taille, qui ont la même origine. Mm, Aujourd'hui, avec le brassage mondial, on a le norvégien avec la japonaise. mm, Ben, faut pas s'attendre à ce que le bébé il soit adapté pour cette patiente. mm. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut promouvoir la physiologie, il faut que les femmes puissent accoucher de la façon qu'elles le souhaitent, mais il y a quand même des pathologies à prendre en compte. Il y a une, ouais, c'est pas la même population. Mm. Oui, oui, ça c'est intéressant. Vous les voyez, les petits messages qui défilent en bas ou pas? Oui, mais comme j'essaie de regarder plutôt dans votre direction pour être en face de la Oui, caméra, parce que j'arrive. vous êtes bien élevé, mais moi pas du tout. Donc, mais c'est oui, le mélange. Enfin, Elena, on est presque trois, mais bon, qu'on confirme. Enfin, oui, cet aspect-là est super important et super intéressant. Le fait est, quand on est avec un basketteur américain de 2,20 m et qu'on fait 1,50 m, il est possible que ça coince un peu. Il y a plein de problématiques, mais néanmoins, par exemple, j'ai envie d'aborder le déclenchement, c'est un de mes sujets favoris. Parce que chez nous, on est quand même à presque 1/4, quoi. Un accouchement sur 4 déclenché. Et vous connaissez, enfin voilà, je ne vais pas vous expliquer French Arrive. Donc je ne sais pas si Switzerland Arrive. Ça vient chez vous, cette étude américaine qui vise à déclencher toutes les femmes à 39 sous prétexte que ça réduit le risque de mortalité ou de complications ou de césarienne. Oui, Ça vient oui, chez vous oui. aussi? Oui, bon, on en a entendu parler, on l'a lu aussi, oui. Vous Oui. l'avez lu. Pour l'instant, ce qu'on en a fait, en tout cas dans mon unité d'obstétrique, c'est d'accéder aux demandes des femmes qui veulent être provoquées à 39 semaines sans avancer des tonnes d'arguments comme quoi il faut pas provoquer, etc. Parce qu'on n'a plus d'arguments pour dire non, faut pas provoquer à 39 semaines, ça augmente les risques de césarienne, etc. Ça semble pas tout à fait exact. Mais par Ouais. contre, on promeut pas ça. C'est-à-dire qu'on va pas à 39 semaines expliquer aux femmes, écoutez, vous pouvez être provoqué, pas de souci, allons-y. Ouais, parce que là, c'est quand même chez nous, il y a une trentaine de maternités qui font ça en France. Ça monte, hein, ça a son petit succès. Les suspicions de macrosomie aussi, c'est un gros problème ici. Déclenchement, ouais, moi, je peux pas tout lire en fait, sinon on n'est plus tous les deux. Mais ça prend de la place, French Arrive chez nous. Et est-ce qu'on peut pas au moins, alors du coup, dans votre sens, les femmes qui veulent absolument être déclenchées à 39 parce qu'elles en ont marre d'être enceintes, vous avez qu'à leur dire de regarder le film. Ça va peut-être faire évoluer leur choix. Oui, mais ça c'est tout un problème. C'est-à-dire que une femme qu'on voit pour la première fois en consultation à 38 ou 39 semaines qui demande une provocation, vous avez à peu près zéro chance de réussir à la faire changer d'avis. Ça fait partie de la culture de la population. C'est-à-dire que ces femmes-là, on doit en discuter dès le début de la grossesse, de comment on va arriver à la fin de ce qu'elles souhaitent. Et on a ce temps-là pour discuter.
Vous parliez des césariennes chez des femmes qui n'ont jamais accouché par voie basse puis qui demandent une césarienne parce qu'elles ont peur ou quoi. Oui. Oui, j'en fais, mais parce que quand je reçois une femme à 37 semaines pour une demande de césarienne à 39, j'ai beau leur expliquer tout ce qu'elles veulent, tout ce que je veux, leur expliquer qu'il y a plus de risques pour elles, pour leur bébé, pour la grossesse future, pour tout ce que vous voulez, peu importe. Elles Mm. sont dans un schéma de césarienne, elles n'en changeront plus. Mm. Et de les forcer à coucher par voie basse, c'est pas concevable pour moi. Mm. Alors je sais Oui, que bien sûr. on discutait avec un collègue à la PHP, ben alors on les prend pas en charge, puis elles vont en clinique privée. Ouais, non, mais c'est pas la solution non plus, c'est sûr. Mais en fait, moi je me vois pas dire à une femme non, vous devez absolument accoucher par voie basse. Mm. Et il y a pas très longtemps, j'avais une femme qui me demandait une césarienne comme ça, puis je creusais un petit peu, puis finalement, elle a fini par m'expliquer qu'il y avait eu des violences dans son enfance et que pour elle, faire sortir quelque chose par en bas, c'était juste inenvisageable. Mm. Donc elle avait des raisons de demander cette césarienne. Au début, elle les racontait, je sais plus exactement quoi. Enfin, on m'a dit que le bébé était un peu gros ou que oui, mais enfin, tout un tas d'arguments qui tenaient pas la route. Mais quand on creuse un peu, en fait, il y a d'autres choses derrière. Mm. Et puis des fois ça sort et des fois ça sort pas. Mm. Donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important en tant qu'obstétricien, c'est d'accompagner ces femmes dans leurs souhaits et en leur apportant le maximum d'informations pour qu'elles fassent le meilleur choix pour elles. Mm. Bah oui, là, ce que là, ça impliquerait un accompagnement psychologique avec des recherches un peu particulières, un travail particulier qui est presque en parallèle de la grossesse pour changer la perception du corps, faire le nettoyage sur des traumas et les réorienter vers des sages-femmes, me dit Elena. Il y a des sages-femmes qui sont un peu spécialisées sur ces questions-là, parce que en France, notamment l'hôpital américain où on a fait l'interview de Amina Yamnian, qui est une responsable du Collège national, et puis de Israël Nizan, qu'on ne présente plus. Et donc, à l'hôpital américain, des césariennes programmées, il y en a beaucoup. Alors, c'est une clinique, ça coûte des ronds, machin, et c'est souvent des histoires de violence. De violence sexuelle, enfin de viol. J'ai évoqué ça avec mon père qui est psy, hein, il m'a dit je vois pas le rapport. Je trouve ça intéressant. Bon voilà, après on va pas se lancer dans des analyses complexes, mais bon, parfois la raison n'est peut-être pas celle-là en fait. Hein. Peut-être que le fait d'avoir été violé n'a rien à voir avec le fait de vouloir une césarienne programmée, et il y a méfions-nous des fausses imputations. Mais si c'est comme ça qu'elle l'interprète et que c'est indécrottable, il faudrait faire un long travail d'accompagnement, mais ça aurait dû se faire bien avant d'être enceinte. Enfin voilà, c'est compliqué, là c'est plus vraiment le sujet. Mais ce qui m'importe moi dans mon travail, parce que le film est une chose, mais tous les jours je continue d'apprendre, d'échanger avec des femmes et de discuter avec des femmes et d'avoir envie de leur donner de transmettre mon envie, moi, de vivre le voyage de l'accouchement physiologique, parce que c'est pas neutre, c'est pas seulement une formalité, est-ce que j'ai envie d'avoir des sensations ou pas des sensations, c'est vivre quelque chose qui est un peu, pour moi, un rite initiatique dans la vie d'une femme, de devenir mère, et on a perdu tous ces aspects-là dans notre culture. Mais mon envie de transmettre ça se confronte parfois à un mur, parce que bah non, il y a des femmes, c'est clair, c'est non, elles veulent pas. Ça les fait même glousser d'entendre que certaines veulent pas de péridurale, et pourquoi pas aller accoucher au fond d'une grotte. Bon bah là c'est mort, mais on sauvera pas tout le monde. C'est pas grave, tant pis. Mais au moins pour toutes celles, parce que enfin moi je trouve ça dommage, et on a été suffisamment sobre et carré dans le film pour qu'on comprenne juste ce que sont moi mes envies, mais de pas pourrir le message avec ça. Mais moi je trouve ça vraiment dommage en fait de ne pas se donner la chance de vivre le voyage. Bon. Mais donc au moins de donner un maximum de cartes et d'informations, et de démystifier cette prise en charge médicale, parce que bon sang, ça a quand même, par exemple, les bébés qui s'étranglent avec leur cordon. Parlez-moi de ça. Parce que j'en ai plein qui disent heureusement que j'ai accouché à la maternité, il est sorti avec un tour de cordon, il serait mort à la maison. Ça, on apprend ça dans les études à dire ça en fait, hein, c'est ça. Je sais pas si on apprend ça dans les études, mais c'est un truc qui traîne pas mal dans les salles d'accouchement, oui, ces histoires-là. Et on lutte contre. Il y a voilà des histoires de on fait une césarienne parce qu'il y a un cordon autour du cou. Ça ne devrait plus se faire.
Voilà. Vous avez saisi l'ironie dans le film, mais tout le monde ne la saisit pas forcément parce que j'ai mis un petit commentaire un peu subtil pour pas faire trop de misère à cette sage-femme, mais à cette gynécologue, pardon. Mais c'est elle-même hein, qui m'a dit, alors que la caméra tournait pas et qu'on venait d'arriver, elle m'a dit oui bon là ça stagne. De toute façon on trouvera bien un tour de cordon pour la déculpabiliser. Mhm. Et j'étais sur le cul quand même, j'avoue. Excusez-moi. Et donc, j'ai découvert que ça faisait partie des jokers pour déculpabiliser la mère qui passe au bloc pour une stagnation alors qu'il suffirait de se mettre debout. On lui dit qu'il y avait un tour de cordon et puis comme ça, tout le monde est content. Quelqu'un demande, et un cordon trop court ou nœud sur le cordon? Cordon trop court, on n'en fait rien non plus. Alors, les nœuds sur le cordon, c'est un autre problème. Mais de toute façon, on ne regarde pas. On regarde pas ça à l'échographie, on fait pas le tour enfin, on se promène pas sur le cordon pour voir s'il y a des nœuds. Après, on a des morts in utero avec sur des vrais nœuds du cordon, c'est sûr. Il y a des morts Donc, in utero avec des nœuds sur le cordon. Michel Audin dit avec que des vrais nœuds. C'est-à-dire des nœuds qui sont serrés et quand on regarde le cordon, il y a plus de sang qui arrive à passer au travers. ah Ça, oui, ça, d'accord. Il faut vraiment serrer fort parce qu'il y a la gelée de Norton, c'est ça à l'intérieur qui fait qu'on peut faire glisser un nœud sur un cordon de manière assez simple. oui, mais pas à tous les coups. Mais pas à tous les coups. Bah, donc, il y a des morts in utero. Mais bon, bah, ça, on en revient à la triste. Mais c'est pas quelque chose qu'on regarde sur un cordon. Et à mon sens, même si on en voyait un sur un cordon, ce serait pas une indication de césarienne. On ne sait pas s'il va. C'est une indication à accoucher dans un hôpital et être prêt à intervenir si jamais. Mhm, C'est pas une indication de césarienne. mhm, mhm, mhm. Je trouve aujourd'hui enfin, mon expérience que j'ai en obstétrique, c'est il faut tant que possible accoucher par voie basse et pas prévoir des catastrophes et autres, laisser faire les choses et intervenir si vraiment il faut intervenir. Ouais, ouais. Mais toutes les histoires, on parle de macrosome, etc., ou de diminution du liquide amniotique, on, on rentre beaucoup trop de paramètres qui, à mon sens, ne devraient pas être pris en compte. Euh, voilà. Il y Merci. a des extrêmes, c'est-à-dire on a les macrosomes, je sais que c'est votre sujet de prédilection, puis aussi, je vois les suspicions de macrosomie aussi, c'est un gros problème ici, mais de partout. Des Mhm, déclenchements pour des bébés estimés à 4 kilos qui font finalement à peine 3 kilos. Oui, on se trompe régulièrement à l'échographie. Les sages-femmes se trompent aussi en estimation de poids. On n'est pas meilleurs les uns que les autres pour les estimations. Plus ils sont petits ou plus ils sont gros et plus on se trompe. mhm, Ça, c'est clair. On a du côté médical une étude qui s'appelle l'étude d'âme qui avait été faite à Genève qui montre qui ne montre pas d'ailleurs qu'il y a un intérêt au déclenchement des macrosomes, puisque le but de l'étude était de montrer qu'on diminuait le nombre de bébés qui avaient des complications au bras et à l'épaule parce qu'ils étaient coincés lors de l'accouchement. Et en fait, ils n'ont pas réussi à démontrer ça, probablement parce qu'ils n'ont pas eu assez de cas pour montrer qu'il y avait une différence entre les déclenchés, provoqués à mhm, 38 semaines ou laisser faire. mhm, Donc, ils ont pas réussi à le démontrer, mais cette étude est restée avec une idée qu'on devait provoquer à 38 semaines. mhm. Ce qui est un peu intriguant là derrière, c'est que on s'intéresse au poids du bébé, mais on s'intéresse pas du tout à la taille de la maman. Bah, c'est ça, voilà. Ça, c'est les Euh, estimations compensées, c'est ça où là, on tient compte de la taille de la mère, de sa pointure, de sa. Ça, c'est un Mais peu. bah Ouais. oui. Alors, est-ce qu'on peut pas simplement arrêter de faire ces estimations de poids? Alors, sauf effectivement, si c'est une dame d'1,55 m qui est avec un homme de 2,10 m, quoi. Mais C'est un terme qui est de plus en plus utilisé, mais on doit faire une médecine personnalisée. ouais, bah, C'est-à-dire qu'on a les grandes études, on a des grands guidelines, très bien, on doit les connaître. En tout cas, en tant qu'obstétricien, on doit les connaître. On doit pouvoir en parler aux femmes. Mais après, il faut adapter tous ces guidelines à la femme et puis après à son histoire personnelle. mm, Moi, c'est ce que je dis en consultation, c'est-à-dire que je leur explique un petit peu l'histoire de l'obstétrique ou leurs problèmes, et puis je leur donne mon avis. Et après, je leur explique que ce que je suis en train de leur dire, ça vaut pour 50% dans sa décision. mm, L'autre 50%, c'est ce que elle a en tête, c'est sa vie, c'est ses convictions. Et mm. puis ça, moi, je n'en sais rien parce qu'elle n'a pas le temps de tout exprimer en consultation. Et donc, c'est un peu à elle après de faire sa balance Ah oui, bénéfice-risque. ah oui. Ben à elle, ah ben j'aime à vous l'entendre dire, c'est à elle de faire son choix, oui. Mais c'est Oui, encore bien, enfin, c'est tellement rarement le cas. Il y a une posture qui fait que la femme, elle se retrouve comme une petite fille et elle croit qu'elle n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, combien il y en a qui me demandent régulièrement, est-ce que j'ai le droit de refuser un déclenchement? Mais enfin, oui, quand même. C'est fou, quoi.
Je vois l'heure, je vois qu'il est 20h55, ça me déprime. Mais il faut pas qu'on arrête avant. Faut que dans 4 minutes on est fermé, sinon je vais me faire saquer par. Je vais perdre mon carrosse, va devenir une citrouille, ça va être l'horreur, quoi. C'était super, on remet ça quand? Sur YouTube? Ouais. Oui, voilà, je pense qu'on a l'essentiel, on est d'accord, les estimations. Ouais, voilà, non, mais je pense que là, l'essentiel a été dit. Et on est d'accord, hydramnios, oligoamnios, Alors, au pire moment, ça coupe. Vous dites hydramnios. oui, hydramnios, oligoamnios, c'est des indications voilà, ou RCIU, retard de croissance intra-utérin. Enfin, tout ça, c'est too much, en fait. On va trop loin là-dedans, en fait, hein, on est d'accord. Alors, disons, je le dirais pas comme ça. Je pense que on en diagnostique trop qui devrait pas l'être. Ouais. Je pense qu'il y a des cas où oui, c'est important de les suivre. Il y a des pathologies quand même. Donc, il y a quand même des cas à suivre. Mais peut-être qu'on en, On va se on- lancer une série de live, Alexandre, sur des thématiques bien précises, une petite demi-heure comme ça, ce sera bien parce que enfin, merci vraiment infiniment d'avoir passé ce moment ici. C'est vraiment, je suis honorée et hyper heureuse. Ceux qui n'ont pas encore vu le film, je pense que c'est bon, vous allez y aller là, puisqu'on est d'accord que c'est la chose à voir absolument pour se préparer à l'accouchement. Alors pour ceux qui sont, oui, alors ben, c'est un film que je recommande à mes patientes, effectivement, de le regarder pour qu'elles aient un peu tout ça. Et puis puisqu'on en parle, vous savez que le 15 octobre, on le présente à l'hôpital Rivera Chablais. Donc pour les Suisses qui sont dans le coin, vous êtes les bienvenus pour regarder le film. Voilà. Génial. Eh ben, j'abrège tout ça. Merci beaucoup à tout le monde. Il y avait 80 personnes qui étaient là pour vous écouter et vous leur avez mis du baume au cœur et à moi ô combien. Donc merci beaucoup. On ne sera pas sans se reparler. Très bonne soirée. À bientôt. Et ben, bonne projo. On va se reparler avant de toute façon. Voilà. Salut tout le monde. Merci. Oui, Je oui. profite juste pour remercier mon équipe parce que tout ce que je fais, je le ferai pas sans mon équipe. Donc j'en profite pour remercier toute l'équipe de sages-femmes avec qui je travaille, les médecins assistants, les médecins cadres et toutes les sages-femmes indépendantes aussi avec qui on partage tout un tas d'expériences. Donc Génial. merci à tous. Merci beaucoup. À très Bonne bientôt. Ciao. Salut. C'était Alexandre et Nina pour Faut pas pousser.